Dossier numéro 2, de retour pour la correction sur le dossier diplopie, item 304, orientation diagnostique, pour monsieur Sébastien Cheuve, un skateur de 30 ans, qui a pour seul antécédent un diabète et qui se plaint d'une diplopie brutale, sans baisse d'acuité visuelle et sans notion de traumatisme. Question numéro 1, question de base, pour toute diplopie, quelles sont les 3 urgences à éliminer en priorité devant une diplopie? Comment les recherchez-vous à l'interrogatoire et à l'examen clinique? Eh bien, les 3 urgences à rechercher en priorité devant toute diplopie, c'est l'anévrisme carotidien en voie de rupture comprimant le nerf 3, la maladie de Horton et l'hypertension intracrânienne. L'anévrisme carotidien en voie de rupture, il faut savoir que sa sémiologie, c'est la paralysie extrinsèque et intrinsèque du nerf 3 avec violente douleur rétro-orbitaire. Paralysie extrinsèque, c'est-à-dire que ça va toucher les muscles extrinsèques, c'est-à-dire en dehors de l'œil. Je parle des muscles oculomoteurs qui font bouger les yeux. Ça, je parle également du muscle releveur de la paupière avec un ptosis. Et une paralysie intrinsèque qui concerne les muscles intrinsèques, les muscles à l'intérieur de l'œil, c'est-à-dire les muscles de l'accommodation et le sphincter pupillaire. Donc on aura une mydriase aréactive et une paralysie de l'accommodation. La maladie d'Horton, eh bien la maladie d'Horton, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler les signes de la maladie d'Horton, vous le verrez ça dans les autres conférences. Sujet âgé, céphalée fronto-orbitaire, hyperesthésie du cuir chevelu, claudication intermittente de la mâchoire, artère temporale indurée douloureuse, névrite optique ischémique antérieure aiguë, noia ou bien même OACR. Et enfin, dernière urgence à éliminer, c'est l'hypertension intracrânienne avec les 4 signes cardinaux, céphalée, dans la nuit ou au réveil, diffuse en casque. Deuxièmement, vomissement en jet, qui d'ailleurs soulage les céphalées. Troubles visuels comme les éclipses visuelles, même les diplopies. Et enfin, troubles de la conscience. L'hypertension intracrânienne, la diplopie, c'est le nerf 6, le nerf qui permet donc de regarder à l'extérieur. C'est le nerf touché en premier en cas d'élévation de la pression intracrânienne, car c'est le nerf le plus long à l'intérieur de la boîte crânienne. Ce n'est pas le nerf le plus long dans le corps humain, comme vous savez. Eh bien voilà, ce sont les 3 urgences à éliminer. Question numéro 2. Le patient se plaint également de violentes douleurs orbitaires et vous retrouvez à l'examen clinique une paralysie totale du 3. Quels sont les muscles innervés par le nerf crânien 3? Eh bien, je ne voulais pas que vous m'énonciez tous les muscles innervés par le 3, parce que ça vous connaissez, ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je voulais, c'est que vous fassiez la différence entre le paquet des muscles extrinsèques et le paquet des muscles intrinsèques. Pourquoi? Eh bien parce que là, pour une fois, on va avoir un vrai lien, une vraie cohérence entre l'anatomie, c'est-à-dire effectivement les muscles extrinsèques et intrinsèques, mais également la sémiologie, paralysie extrinsèque, paralysie intrinsèque, et entre la sémiologie et la pathologie. Car la pathologie qui comporte une paralysie extrinsèque et une paralysie intrinsèque du nerf 3, eh bien, doit faire redouter, c'est la diplopie sur anévrisme de la carotide qui est très grave. En effet, on aura une paralysie extrinsèque, c'est-à-dire une diplopie, le nerf oculomoteur, les nerfs oculomoteurs droit supérieur, droit inférieur, droit médial, oblique inférieur, mais également, en plus de ça, un problème de pupille, c'est-à-dire on aura une mydriase. Donc quand on a une mydriase associée avec un trouble d'un nerf qui déplace l'œil, eh bien il faut tout de suite penser à un anévrisme de la carotide. Donc les muscles extrinsèques, on a dit droit sub, droit médial, oblique inférieur. Oblique inférieur, c'est celui qui permet de voir en bas et en dedans. Souvent les gens se posent la question et dans les bouquins c'est un peu contradictoire. Muscle releveur de la paupière pour muscle extrinsèque, et dans les muscles intrinsèques, c'est le sphincter pupillaire qui va provoquer donc une mydriase aréactive et muscle de l'accommodation. Question numéro 3. Quel diagnostic étiologique devez-vous évoquer ici en priorité et que devez-vous redouter dans cette hypothèse? Eh bien, comme on a une paralysie du 3 complète, il faut suspecter un anévrisme de la carotide en voie de rupture qui comprime le 3 jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, l'anévrisme de la carotide, en fait, il est surtout au niveau du polygone de Willis, dans l'artère communicante postérieure. À cet endroit-là, si on a un anévrisme, c'est-à-dire l'artère qui gonfle avec une perte de parallélisme des parois de l'artère, eh bien, si ça comprime le 3 à cet endroit-là, eh bien, ça va comprimer le 3 avec toutes ses portions nerveuses, aussi bien extrinsèques qu'intrinsèques. Eh bien, le principal risque
de la rupture de l'anévrisme, c'est l'hémorragie méningée. Et non pas l'AVC hémorragique ou l'hématome intracérébral. Ça, il y a une petite confusion que je voudrais repréciser. En effet, les gros vaisseaux cérébraux se situent dans l'espace sous-arachnoïdien. Et donc, en cas de rupture de ces vaisseaux, on a une hémorragie sous-arachnoïdienne, hémorragie méningée. Alors que les AVC hémorragiques, les hématomes intracérébraux, sont dus en fait à des anévrismes des artérioles perforantes de Charcot et Bouchard. Ce sont des petites artérioles qui rentrent dans le parenchyme, qui ne sont donc plus dans l'espace sous-arachnoïdien. Et si jamais on a une rupture de ces anévrismes, là, on a un AVC hémorragique ou un hématome intracérébral. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Une petite question dans l'assistance ? Les douleurs orbitaires sont-elles expliquées par l'anévrisme ou par une part d'hémorragie méningée? Excellente question. Eh bien, les deux. L'anévrisme en lui-même va provoquer des douleurs, mais également une fissuration avec un début d'hémorragie méningée également. Donc les deux. Mais on n'a pas encore à ce stade-là de véritable hémorragie méningée comme vous le faites, comme vous l'apprenez en neurologie. Question numéro 4, quelle sera votre démarche diagnostique? Comment faire le diagnostic d'un anévrisme carotidien? Eh bien, c'est très simple, il faut faire une imagerie, mais une imagerie des vaisseaux cérébraux. Donc en urgence, il faudra faire une angio-IRM, ou bien un angioscanner, ou bien encore mieux, le plus spécifique et sensible, c'est l'artériographie carotidienne, parce qu'on peut passer à côté d'un anévrisme carotidien à l'angio-IRM ou l'angioscanner. Mais l'artério-carotidienne, il faut avoir un plateau technique pour ça, ce qui n'est pas toujours facile. C'est plus invasif, mais c'est beaucoup plus sensible. En fait, il fallait donc un examen des vaisseaux. IRM ou scanner seul, c'est 0, parce que c'est un examen des tissus mous. Et même IRM injecté ou scanner injecté, c'est 0 parce que c'est un examen des tissus mous avec prise de contraste. Mais là, ça ne nous intéressait pas. Ce qu'on voulait, c'est vraiment une imagerie des vaisseaux. Question numéro 5. Votre hypothèse se confirme. Quelle est votre attitude thérapeutique? Eh bien, le mot que je voulais entendre, c'est le terme neurochirurgie. En effet, c'est là toute l'importance de ce dossier transversal. C'est que c'est un patient qui commence en ophtalmo et qui finit en neurochir. Et là, je veux que vous arriviez à faire ressortir cette collaboration, cette multidisciplinarité, cette transversalité. Et il faut que ce patient dégage immédiatement des consultations ophtalmo, car le pronostic vital est engagé. Alors bien sûr, pour de vrai, on n'attend pas de faire l'angio-IRM avant de l'envoyer en neurochir. À partir du moment où on a une suspicion d'anévrisme de la carotide, il faut immédiatement et illico bazarder ce patient en neurochir. Transfert en SAMU en neurochirurgie, et puis le traitement, il sera soit neurochirurgical ou soit neuroradiologique en fonction de l'indication, et puis rajouter un traitement antalgique. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, j'étais même pas de garde à l'hôpital des 15-20. Un collègue qui est de garde que je croise aux urgences, parce qu'il ne faut jamais aller aux urgences quand on n'est pas de garde, se retrouve avec une patiente qui a des céphalées, une diplopie et puis une mydriase. Donc mydriase et diplopie, tout de suite, ça vous fait penser à la paralysie du 3. On suspecte un anévrisme de la carotide. Je lui dis, c'est très simple, c'est le dossier numéro 2 de Conf+. Et il me dit, oui, mais enfin, qu'est-ce que je fais? Je dis, t'as fait l'angio-IRM? Et il me dit, oui, on a fait l'angio-IRM, qui est normal. Qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, appelle quand même la grande garde de neurochir, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est un anévrisme de la carotide, et l'angio-IRM négatif ne permet absolument pas de l'éliminer. On appelle la grande garde de neurochir. Évidemment, on n'a pas réussi à transférer le patient. Ça a été assez compliqué au niveau de la logistique. Mais le lendemain, quand même, le patient a eu une artério qui a confirmé un anévrisme tout petit qui était en train de saigner. Et il a pu être tout de suite traité. Pour vous dire que ce cas, c'est du concret et que l'angio-IRM, malheureusement, ne permet pas de tout dépister. Question numéro 6. Quel est le meilleur examen complémentaire ophtalmologique de manière générale pour explorer une diplopie, et dans quel délai le demandez-vous dans ce cas précis? Le meilleur examen, c'est le test de Hess-Lancaster. C'est un test qui permet de localiser dans quel champ d'action on a une diplopie.
si c'est dans le regard latéral externe, si c'est en haut, si c'est en bas, et donc de pouvoir rattacher à quel muscle est paralysé dans cette diplopie, et donc savoir quel nerf est touché. Mais quel est l'intérêt dans ce cas précis où le pronostic vital est engagé de savoir ah bah ouais là c'est le droit inférieur ou là c'est le droit supérieur qui est touché, on s'en fout littéralement. Donc sans urgence car aucun intérêt dans ce cas. On me pose souvent la question l'intérêt du test au vert rouge, qu'est-ce que c'est? Ça sert à pouvoir savoir si la diplopie est croisée ou si elle n'est pas croisée, mais elle n'a aucun intérêt en pratique. Ça ne nous permet pas de localiser le nerf qui est touché. Question numéro 7, quelles sont les autres causes de diplopie douloureuse? Je vous pose cette question parce qu'elle figure dans le polycopier officiel de l'ENC. Eh bien, il fallait citer la fistule artério-veineuse, la migraine ophtalmoplégique, la maladie de Horton surtout, également le syndrome de Tolosa-Hunt. Alors, je crois qu'il y a une question que des gens se posent, que ça empêche de dormir même le soir. Je vous écoute. Oui, qu'est-ce que le syndrome de Tolosa-Hunt? Ah ben ça, il n'y a aucun intérêt à cette question. Enfin, il n'y a pas de question bête. Hein. Comme je dis souvent, il n'y a que des gens bêtes qui posent des questions, mais non, pas du tout. En fait, le syndrome de Tolosa-Hunt n'a aucun intérêt pour vous, à part juste de rajouter dans votre arc un nom de syndrome compliqué, hein, comme Fitz-Hugh-Curtis, Fitzgerald-Leroy-Reiter, Claude Bernard-Horner, Marcia Fava-Bignali, etc. Tolosa-Hunt, c'est hors programme, hein, c'est juste en fait une prolifération granulomateuse au niveau du sinus caverneux qui va provoquer un syndrome du sinus caverneux avec paralysie d'au moins 2 nerfs qui passent au niveau du sinus caverneux. C'est idiopathique et c'est un diagnostic d'élimination, mais vraiment je vous demande de ne pas retenir le syndrome de Tolosa-Hunt, mais là c'est trop tard, vous l'avez retenu. Question numéro 8. Quelle pourrait être l'autre cause plus bénigne et plus fréquente de diplopie chez ce patient? Effectivement, monsieur Cheuve est diabétique. Eh bien, il fallait répondre le diabète. Par quel mécanisme? Eh bien, par microangiopathie, c'est-à-dire par atteinte des capillaires sanguins tout petits qui vont provoquer une diplopie. Et le déficit oculomoteur le plus fréquent, c'est l'atteinte du nerf 6. Mais bon, il y a également le nerf 3 qui est accepté. Voilà, j'en ai fini avec la diplopie. Retenez surtout les 3 urgences à éliminer en priorité et savoir que l'anévrisme carotidien risque de tomber à l'ENC car c'est très transversal. Voilà, j'en ai fini avec ce dossier numéro 2.